Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on va faire le débrief de cette étape numéro 13. On va revenir sur les différents temps comme d'habitude en partant de l'arrière du classement vers l'avant du classement et on va voir un petit peu tout ce qui s'est passé du côté de cette journée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui viennent de sortir. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks, ça se passe dans les commentaires. Vous pouvez également cliquer rapidement sur les notifications sur les miniatures, juste après la mise en ligne des vidéos. Je m'excuse encore pour hier, la vidéo est arrivée avec du retard, elle est arrivée à 22 heures. Tout simplement parce que déjà la vidéo était longue, il y avait 1h10. Donc forcément quand il y a 1h10 de vidéo, ça veut dire qu'il faut déjà que j'enregistre 1h10, tout simplement, en sachant qu'il y a 2-3 cuts dans la vidéo, donc ça veut dire que ça m'a pris environ 1h20 d'enregistrement. Et puis en plus j'enregistre jamais juste après l'arrivée de l'étape, j'attends un petit délai. Voilà, donc ce qui veut dire qu'en gros j'ai fini l'enregistrement, il était 20h. Donc moi je mange à 20h tout simplement, donc ce qui fait que j'ai commencé une partie du montage en fait entre 19h50 et 20h05, 20h10 on va dire. Après je suis parti manger, j'ai fini le montage qu'à 20h45, 20h50, le temps de faire l'encodage du côté de l'ordinateur, du montage final, plus le temps que ça se copie sur un disque dur externe, parce que moi je passe par un disque dur externe, ça a pris un petit peu de temps, voilà, plus la mise en ligne de la vidéo, donc ça n'était disponible qu'à 22h. Là je pense qu'aujourd'hui la vidéo va être disponible beaucoup plus tôt, parce que j'ai beaucoup moins de choses à dire sur ce type d'étape. Tiens, en passant, la note de l'étape, 8. Ouais, 8 sur 10. Bon, même 7. Non, là, en réalité, 7. Je m'attendais pas à grand chose. Il y a quelques surprises par rapport à la hiérarchie auquel je m'attendais. Je pense notamment à Lipovic, que je voyais un petit peu plus haut. Je pensais qu'il me ferait plus d'écart, notamment par rapport à Olni ou par rapport à Johannesson. Vauclin qui est peut-être un petit peu bas, voilà, dans ce top 10. Mais en gros, comme on le disait, il y a une vingtaine de coureurs qui l'ont fait à fond. Donc c'est pas forcément le truc le plus intéressant. En plus, au niveau intérêt pour moi d'analyse, vous savez lire un classement, donc j'ai pas grand chose à vous donner comme information. Donc même pour moi, faire cette vidéo va pas forcément être ultra intéressante, parce que je sens qu'en termes d'analyse, contrairement même à un contre-la-montre sur le plat, j'ai vraiment pas grand chose à dire. Vraiment du côté de cette étape. Donc il y a toujours une étape ou deux étapes du Tour de France qui sont comme ça, qui sont un peu menties sur les grands tours, de me dire là je vais avoir rien à dire aujourd'hui. Et vous savez que contrairement à certains qui dans ce genre de cas essaieraient de broder pendant 10 plombes sur des trucs pas forcément très intéressants, bon voilà, moi je vais juste vous donner les classements, vous dire un petit peu les allures, mais ce que j'ai pensé de l'allure des coureurs, mais voilà, j'ai vraiment pas beaucoup d'informations à vous donner. Par contre, un truc qui m'énerve, les délais, on va revenir là-dessus. Hier soir, un peu en catimini, les délais ont été remontés. C'est-à-dire que normalement les délais devaient être de 33%. Ces délais sont remontés à 40%, ce qui est quand même énorme en termes de délai. Ça fait quasiment la moitié du temps du leader, en gros. Ce qui est énorme en termes d'écart. Moi je comprends pas. Je comprends pas pourquoi on a fait ça. On retire de l'intérêt à la course. Je comprends pas pourquoi on a fait ça, parce que sur le dernier Giro par exemple, on n'a aucun coureur qui a fini hors délai. Sur les étapes précédentes, si on regarde sur les étapes de montagne, au niveau des délais, on les a remontés d'1% cette année, les délais déjà de base, sur toutes les étapes. On s'aperçoit qu'on est quand même large au niveau des délais. On est quand même très large au niveau des délais. Hier par exemple, Brian Cocard, qui pourtant s'est pété deux doigts, qui ne pouvait pas freiner du frein arrière dans les descentes,
qui n'est pas le meilleur grimpeur du peloton, finit avec 4 minutes d'avance, je crois, sur les délais, 5 minutes d'avance. Donc il a pu gérer hein, la dernière montée vers Otakam, il s'est pas mis vraiment à 100% pour la montée d'Otakam. Donc on est déjà large au niveau des délais. Je vois pas pourquoi aujourd'hui on est remonté sur 40% de délais. Parce que les délais, ça fait partie de la course du cyclisme et ça donne de l'intérêt également. Ça donne de l'intérêt parce que on peut avoir des sprinteurs qui se font avoir sur les délais. On peut avoir pourquoi pas un leader du maillot vert qui se fait avoir sur les délais. Par exemple aujourd'hui, si on est sur du 33%, Tim Merlier il passe pas aujourd'hui. Tim Merlier il est éliminé. Ça change la donne. Un Tim Merlier qui n'est plus là sur les sprints. Ça change la course. Même pour Remco Evenepoel, ça change la course. Là, très clairement, aujourd'hui, moi je vous avais dit, les sprinteurs vont le faire à fond. Il y a 3-4 sprinteurs qui l'ont fait à fond. Le reste, ils l'ont fait sur un tempo, on va dire en gestion. C'est triste quand même, sur un contre-la-montre, de voir que, on avait déjà parlé à Caen, mais de voir qu'il y a aussi peu de coureurs qui le font vraiment à fond. Là, en gros, on a eu le top 10, on a eu 10-15 coureurs qui ont fait le chrono à fond. Moi, je prends pas de plaisir à regarder des étapes comme ça. Et en plus, si au niveau des délais, il n'y a plus de suspense au niveau des coureurs, voilà. Alors déjà, autant pas mettre de délai. Si c'est pour mettre des délais que tout le monde peut atteindre, ne mettez pas de délai sur les étapes. Voilà, arrêtez de mettre des délais. Moi, je trouve ça dommageable parce qu'on va perdre de l'intérêt pour la course. Qui, déjà cette année, pour la victoire, il n'y en a pas beaucoup. Peut-être même pour la deuxième place, aujourd'hui, on a reperdu de l'intérêt qu'on avait peut-être gagné hier. Donc on n'a déjà pas beaucoup d'intérêt pour le classement général. Pour les classements annexes, il n'y a peut-être que du côté du maillot blanc, et même pas du côté du classement par équipe, parce qu'on a l'impression que tout le monde s'en fout, mais il n'y a que du côté du maillot blanc qu'on va avoir de l'intérêt, presque. Du côté des classements annexes, du côté des victoires d'étape, c'est pas sûr non plus qu'on ait tous les jours du spectacle. Il y avait encore cette question des délais, où on avait parfois des sprinteurs qui en troisième semaine ou en deuxième semaine souffraient. On se souvient d'Arnaud Démare, on se souvient également de Jacobson qui arrive à finir dans les délais pour une dizaine de secondes. Là, les délais sont larges. Je pense, on verra demain, on verra sur l'étape avec 5600 mètres de dénivelé positif. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que les coureurs arrivent à passer tranquillement les délais. Ce qui me gêne, parce que déjà sur le Giro, on a éliminé personne avec les délais. Normalement, ça fait quand même pour éliminer du monde. Et s'il y a des coureurs qui se plaignent au moment des Champs-Élysées, et notamment de l'étape à Montmartre, de dire « Ah bon, on est encore 150, ça va juste pas le faire », peut-être que ces coureurs-là, on pourra leur mettre dans la tête, s'il y avait eu des délais normaux, les délais, sur certaines étapes, peut-être qu'on n'aurait pas été 150 sur les Champs-Élysées, mais 140. Et peut-être qu'à 10 de moins, ça aurait été moins dangereux. Voilà la réalité des choses. Donc c'est pour ça que moi j'aurais aimé avoir des délais. Voilà, c'était mon petit coup de gueule du jour. On passe au classement. Donc comme je vous le disais, Mesgeek s'est passé malgré une mauvaise journée comme du côté de Tim Merlier à 8,30. Il y avait un peu de marge quand même du côté de ces délais. Donc voilà, c'est passé. Ils sont toujours 171 aujourd'hui du côté du peloton. Démarre Germay, lui il a fait quasiment une holla à l'arrivée. Germay il a pu saluer tout le monde. Delettre également a eu un petit peu de mal sur ce chrono, par exemple, avec Sepulveda aussi du côté de la Lotto. Pour les coureurs qui ont souffert. Brian Cocard, malgré ses deux doigts, son doigt fracturé, a réussi à finir assez aisément. Il a dit qu'il a même pris du plaisir sur ce contre-la-montre, malgré la douleur. Demain, il sera DNS, Did Not Start. Il ne prendra pas le départ, elle sera forfait, tout simplement parce qu'il ne peut pas freiner avec ses doigts. Et autant à une époque, quand il y avait les freins à patins, on se souvient qu'à Paris-Roubaix, par exemple, à l'époque où on avait les freins à patins, il y avait notamment Peter Sagan qui avait ça comme système. Il avait un frein, mais sur le milieu du cintre. Il avait une poignée de frein à cet endroit-là pour pouvoir tenir le guidon comme ça. Donc là, ça aurait peut-être permis
en tenant le guidon, on va dire, d'une autre manière, ça aurait peut-être permis à Brian Cocard de freiner un petit peu. Sauf que comme maintenant on est avec système de frein à disque, on ne peut pas changer la poignée de frein facilement. Donc on a ce problème-là du côté de Brian Cocard. Ce qui fait qu'il va pouvoir préparer les derniers préparatifs du mariage. Et on sait que pour un mariage, il peut parfois y avoir des galères. Donc c'est lui qui se chargera du traiteur, des galères de fleuriste et de ce genre de choses désormais, Brian Cocard. Dans les jours à venir, il faudra déjà qu'il se fasse opérer. Lundi, normalement, il doit se faire opérer. Brian Cocard. On poursuit et on remonte le classement. Donc vous voyez, beaucoup de sprinters qui ne l'ont pas fait à fond. On va pas revenir sur eux. Marc Hirschi, l'un des meilleurs grimpeurs, ne l'a pas à être dans les dernières positions. Voilà, Marc Hirschi qui a fait un moins bon temps que Matteo Trentin au niveau des temps d'Anders Saland Johannesson, 6 minutes 23. Sur une montée comme ça de 8 km, on peut dire qu'il n'a pas forcé son talent. Il finit même derrière Jonathan Milan, qui lui a dû le faire à un gros tempo, qui au final avec les 40% serait passé, même avec les 33, il serait passé Milan, sans trop de soucis. Donc voilà. Castrillo, parmi les derniers temps, ça peut nous permettre d'avoir des idées de noms pour les échapper peut-être de demain ou d'après-demain, du côté de tous ces coureurs. On voit Andresen également, qui fait un bon chrono pour un sprinter, surtout qui s'est fait dépasser assez vite par Martinez. Benjamin Thomas, Chris Neyland, qu'on pourra revoir en échappée, pourquoi pas dimanche. Les Knesund. Également Steph Kras, qui ne l'a pas fait à fond, mais qui n'a pas l'air d'avoir forcément des super bonnes jambes depuis quelques temps. Bourman, qui a abandonné l'idée de faire un classement général important et intéressant sur ce Tour de France. Kielmose, 85e, le Danois. Là aussi, qui ne l'a pas fait à fond, on sait qu'il est capable de faire beaucoup mieux sur ce type de chrono. On remonte Narvaez, qui était en journée récup et qui se prépare pour les prochaines étapes. Geraint Thomas, assez transparent depuis le début de ce Tour de France, à part une seule échappée. Quinn Simons, là aussi Edener à l'arrivée, qui a tapé dans beaucoup de mains, mais pas forcément un gros chrono. Aramburu, Moric, Madouas, bon voilà, c'est des coureurs qui n'ont pas fait le chrono à fond. Simon Yates, comme Van Wilder aussi, qui tentait de récupérer pour pouvoir aider leur leader dans les jours à venir. Caden Groves, lui par contre, montre qu'il a des bonnes jambes. Je me dis même qu'un Caden Groves qui partirait en échappée avec Mathieu Van Der Poel, pourquoi pas, du côté de l'étape de dimanche, ça pourrait nous permettre d'avoir une double carte du côté de cette formation. Vous voyez, il fait quasiment le temps de Terrata. Vous voyez le nombre de coureurs qui n'ont pas fait le chrono à fond, c'est assez dingue. Vlasov ne l'a pas fait à fond, Van Aert ne l'a pas fait à fond. On voit que Van Aert, il joue quand même sa carte personnelle pour le moment sur ce Tour de France. Van Eetvelt a démarré fort, mais c'est vraiment tassé. Storer aussi a démarré fort, mais c'est tassé. Yannis Aguirre un peu mieux que d'habitude, 42e au niveau de Fred White et de Charman. Barguil, qui fait équipier, on rappelle, sur ce Tour de France de Oscar Olny, Foss, Higuita. Higuita, c'est dommage parce qu'en montagne il est vraiment bien. On pourrait peut-être même le voir en échappée demain, Higuita. Ça pourrait être une belle carte, Sergio Higuita, sur l'étape de demain. Si on regarde bien, il est déjà long en général, mais il a l'air plutôt d'avoir des bonnes jambes, le coureur colombien. Et puis je remonte. Ben O'Connor et Iner Rubio Rensman. Alors Rensman, il est parti fort et puis il a vraiment bien ralenti sur la fin. Il s'est vraiment tassé sur la fin. Rubio, il l'a fait à son rythme, mais voilà, il l'a fait sur son tempo. Ben O'Connor également, qui est parti très fort au pied, et puis qui a dû s'écrouler sur la fin, mais ce sont des coureurs que nous n'avons quasiment pas vus sur cette étape, parce que la réalisation, on va pas y revenir, mais a été catastrophique. C'est vrai qu'on aurait aimé voir Oscar Olny, Tobias Saland Johannesson, au lieu d'avoir des temps, au lieu de ne pas utiliser les temps intermédiaires, d'avoir des temps en instantané qui, je trouve, tuent le suspense. On aurait peut-être mieux fait d'avoir le passage de certains coureurs au niveau des temps intermédiaires. Voilà. Si on a des temps intermédiaires, ça toujours bien de les servir. De s'en servir. Mon pareil Pinte qui fait 25. Derrière Grégoire. Jordan Jegat,
Il l'a fait à fond, hein, Jordan Gégat, mais peut-être le contre-coup de l'étape de la veille. Voilà pour le français. Voilà, en dehors du top 20, c'est vrai qu'on aurait aimé qu'il soit un petit peu mieux dans le top 20. C'est le cas, celui il l'a fait, je pense, au départ à fond. Il s'est relevé sur le dernier intermédiaire, mais ça reste plutôt un bon chrono avec Buitrago. Armirail qui a démarré fort, mais qui a eu un peu de mal sur la fin. Christian Rodriguez, bien, on ne l'a pas vu, hein, le coureur espagnol de l'Arkea, c'est dommage, parce que vu l'étape hier qu'il avait réalisé, ça aurait été bien peut-être de nous le montrer. Mais qui est en ce moment en pleine forme avec Julien Alaphilippe, qui l'a fait à fond. Lui, peut-être pour se tester pour dimanche, et qui était vraiment pas mal avec Henrik Mas, Harry Sweeney. Harry Sweeney très très bien. Mas, là aussi, hein, on s'est bien écroulé sur la fin. Alors oui, quand Jalabert dit qu'il a fait un bon chrono et qu'il est déjà à 48 secondes de Luc Plapp, pour moi, c'est pas un bon chrono d'Henrik Mas. Hein. On n'a pas la même notion de bon chrono d'Henrik Mas. Mais voilà, du côté du coureur espagnol, 2 minutes 58 de perdu. Bon, maintenant, il va prendre les échappées, mais je me dis que ça va quand même pas être évident. Déjà parce que c'est quand même pas le plus grand attaquant au monde, Henrik Mas. Et c'est pas le mec qu'on voit le plus souvent en échappée. Et l'instinct de course, je suis pas sûr qu'Henrik Mas l'ait énormément. Par contre, je me méfierais d'Harry Sweeney. Là aussi, sur certaines étapes, s'il n'y a pas trop d'adversité, je trouve qu'il est vraiment bien, Harry Sweeney. On l'a vu avec Benelli, mais vraiment intéressant, l'ancien coureur de la Lotto. Désormais chez EF, c'est vraiment pas mal. On va regarder maintenant les coureurs leaders du classement général sur cette étape. Et on commence avec Tobias Aland Johannesson, qui a perdu un petit peu de temps aujourd'hui. Hein. Tobias Aland Johannesson, 2 minutes 52. Ça fait par rapport à Remco Evenepoel 13 secondes de perdu. Ça fait également quand même 17 secondes de perdu sur Kevin Vauquelin. Et ça fait surtout 52 secondes de perdu sur Oscar Onley. Et plus d'une minute, ou une minute, sur Lipovic. Donc pas forcément un très très bon chrono de la part de Tobias Aland Johannesson. Après, je sais pas si du côté de la Uno X on avait forcément repéré toutes les étapes de ce Tour de France. Est-ce qu'on n'a pas seulement repéré les Alpes du côté de Tobias Aland Johannesson? Et c'est vrai que là, si tu connaissais pas le parcours, ça pouvait être compliqué. Voilà, du côté de Tobias Aland Johannesson, il a perdu du temps, je dirais, assez régulièrement au T1, au T2. Ça s'est un peu plus écroulé sur la fin. Peut-être un petit manque de fraîcheur physique, voilà, du côté du Norvégien, de réussir à enchaîner de grosses performances plusieurs jours d'affilée. Carlos Rodriguez, un peu mieux que lors des dernières étapes, le coureur de la Ineos, qui l'a fait à fond. Peut-être aussi qu'il n'a pas aimé l'étape de la veille, où c'est vrai qu'il a été lâché assez vite. Donc peut-être qu'il a été un petit peu puni du côté de la Ineos, mais voilà, c'était un peu mieux que les derniers jours. Evenepoel, pas dingue. Non, pas dingue. L'allure sur le vélo, moi, me plaît pas beaucoup. J'ai eu l'impression déjà qu'il surtranspirait par rapport à certains de ses adversaires. Quand on transpire énormément, ça veut parfois dire qu'on est en sur-régime et qu'on n'est vraiment pas dans une bonne journée. C'est pas forcément un bon signe de surtranspirer. C'est bien de transpirer, bien entendu, ça régule la température du corps, mais des fois, la surtranspiration comme ça, là au niveau des mains, c'était quand même assez. Voilà, tu sens que c'était très humide. Je suis pas sûr même que sur la fin, il arrivait à tenir correctement son guidon. Je suis pas sûr là aussi que lui, il a utilisé vraiment gros guidon profilé en termes de position. Je suis pas sûr que c'était une bonne idée parce que Remco Evenepoel, même sur un vélo traditionnel, il est déjà très aéro. Autant peut-être que Lipovic, Roglic sont des coureurs qui ont tendance pas énormément à plier les coudes, qui ont tendance à avoir les coudes un petit peu qui sont brinque-ballants par l'extérieur. Et c'est vrai que sur un vélo de contre-la-montre, la position peut t'aider à être plus aéro. Autant je suis pas sûr qu'un Remco Evenepoel qui est déjà très aéro normalement, je suis pas sûr que les 4-5 watts qu'il ait gagné parce qu'il avait une position plus aéro, je pense qu'il les a perdus parce que le problème d'un vélo comme ça de contre-la-montre, c'est que, bon, vous voyez, le guidon c'est fait pour être en position aéro, c'est pas fait pour avoir les mains sur le côté.
voilà, du côté de Remco Evenepoel. Et bon, quand on voit les temps de Pogačar, mais même quand on voit le temps de Luc Plapp, par exemple, qu'il l'a fait avec un vélo, je crois, normal, mais quand on voit aussi d'autres coureurs, Adam Yates l'a fait avec un vélo traditionnel, Martinez l'a fait avec un vélo traditionnel sans prolongateur. Je suis pas sûr que c'était l'idée du siècle, là, du côté de certains coureurs d'avoir emmené le prolongateur, surtout des coureurs qui déjà naturellement sont très aéros. Je suis pas sûr que le gain du côté de Remco Evenepoel soit si impressionnant que ça, et peut-être qu'avec un guidon plus traditionnel, il aurait peut-être eu un peu moins de mal à se relancer, à remettre du rythme. Voilà, à certains moments du côté de cette étape pour Remco Evenepoel, mais c'est sûr que déjà l'étape d'hier n'était pas exceptionnelle pour le Belge. Donc là, le fait d'avoir reperdu du temps du côté de Remco Evenepoel, c'est pas très rassurant sur sa forme actuelle. Kevin Vauquelin, du côté de Kevin Vauquelin, je l'aurais vu un petit peu plus haut dans la hiérarchie, Kevin. C'est vrai, je l'aurais vu plutôt au niveau d'Oscar Rodney aujourd'hui. Après, hier, voilà, lui aussi, il a perdu un petit peu de temps dans le col du Soulor. Il a vraiment fait l'élastique. Donc, il a peut-être consommé énormément d'énergie dans ce col du Soulor. Et peut-être de l'énergie qu'il n'avait pas aujourd'hui. On s'aperçoit quand même que la hiérarchie de l'étape d'hier, à part Félix Gall qui est un petit peu devant, bon, Adam Yates qu'on n'a pas vu depuis le début de ce Tour de France, et Plapp et Jorgensen, tu t'aperçois qu'en fait, Johansson aussi qui est un petit peu loin, mais en gros, la hiérarchie du top 15, à part Rodriguez, Jorgensen, Plapp, c'est grosso modo les mecs qu'on a vus déjà hier. Il y a Martinez aussi qui est un petit peu, voilà, qui a un petit banc décalage dans ce top 15, mais tu t'aperçois qu'en gros, la hiérarchie d'hier, elle est quand même bien respectée par rapport à ce contre-la-montre. Et c'est vrai qu'hier, Vauquelin, il était au niveau de Remco Evenepoel. Bon, bah, c'est à peu près la même chose aujourd'hui. Il est 4 secondes devant Remco Evenepoel. Hier, il finit 2 secondes devant. Donc, je dirais que l'écart de performance entre les deux est assez similaire. Et pas de surprise. Je dirais Remco est pas dans une grande forme en ce moment dans les Pyrénées. Et Kevin Vauquelin, un petit peu de fatigue. Mais encore une fois, on compare un Remco Evenepoel, on compare à des coureurs qui auront certainement un meilleur classement que lui à la fin. Si on compare aux adversaires directs, bah là c'est plutôt la bonne opération du jour parce qu'en gros, il n'y a pas grand monde qui a réussi à lui reprendre du temps par rapport aux mecs qui peuvent faire entre 8 et 12. Et moi encore une fois, je pense que Vauquelin, il est plutôt dans ce registre-là entre 8 et 12. Le seul qui a repris du temps, c'est Roglic. Voilà, Roglic hier avait perdu pas mal de temps. Là aujourd'hui, il en a repris pas mal, mais c'est le seul. Voilà, c'est Roglic. Mais sinon, pour le reste, voilà, il est devant ses adversaires directs pour ces positions-là. Il est devant Guillaume Martin. J'ai même pas parlé de Guillaume Martin. Je sais même pas combien il a fini, Guillaume Martin. Parce que normalement, 33. Oui, donc au final, Guillaume Martin, il a quasiment perdu autant de temps que sur un chrono sur le plat. Au final, du côté de Guillaume Martin, il n'y a pas eu un gain énorme avec ce chrono en montagne. C'est vrai, j'avais oublié de parler de Guillaume Martin, Guyonnais, parce qu'il ne faut jamais oublier. Le Guyonnais. Bon, Félix Gall, très bien. Non, très bien, parce que on sent qu'il prend, on sent qu'il n'est pas encore totalement sur son terrain. Son terrain, c'est les Alpes, Félix Gall. Et on sent qu'il n'est pas encore dans les Alpes. Demain, je pense qu'avec le Tourmalet, par exemple, qui est une montée qui est plus régulière, peut-être l'enchaînement également des difficultés. Hein. Demain, on passe les 5000 mètres de dénivelé positif. Et on sait que 5000 mètres de dénivelé positif, la dernière fois, ça lui avait plutôt bien réussi sur le Tour de France. Je pense qu'il va y avoir encore une phase de progression du côté de Félix Gall. Mais là, aujourd'hui, c'est vraiment pas mal ce qu'il a réalisé, l'Autrichien. Enfin voilà, il est vraiment pour le moment en bonne forme. Martinez, avec une roue lenticulaire. Vous savez pourquoi il avait une roue lenticulaire, Martinez? Le vélo était trop léger. Ils étaient en dessous des 6,8 kg. Donc la seule solution pour repasser aux 6,8 kg, un petit peu au-dessus même, roue lenticulaire, parce qu'en fait ils avaient un vélo noir sans peinture.
Et ils avaient gagné du poids un petit peu à droite à gauche, ils étaient trop légers. La roue lenticulaire, il l'a pas pris parce que ça avait un intérêt sur cette étape, il l'a pris pour être au poids des 6 kg, qui je rappelle est la règle du côté du CI. Après, je comprends pas pourquoi il l'a fait à fond lui. Parce que la probabilité de marquer des points était faible, et faire autant d'efforts, par exemple pour marquer 1 point ou 2 points, c'est pas ça qui va te faire gagner le maillot à poids. C'est pas cet effort aujourd'hui qui te fera gagner le maillot à poids. Donc je comprends pas l'idée. Moi je pense plutôt qu'il aurait dû se concentrer sur l'étape de demain, où là il y a énormément de points à marquer et il faut qu'il soit forcément dans l'échappée. Dans l'étape pourquoi pas de dimanche également, où il y a quelques points à marquer, mais pas sur cette étape-là. Pour moi cette étape-là, elle n'était pas rentable en termes de points et la probabilité de marquer des points était très faible. Donc pour moi c'est de l'énergie gâchée. Jérôme Pinault, parce que j'ai écouté un moment, j'étais pas chez moi encore une fois pendant un moment, donc j'allais à la déchetterie pour le vieux canapé. Voilà, pour tout vous dire, l'affaire du canapé, c'est terminé aujourd'hui. Donc j'ai entendu un peu RMC dans la voiture. Jérôme Pinault s'est dit c'est bien pour un jeune coureur de faire ce type d'exercice à fond. Mais on sait déjà que Martinez il est bon sur le contre-la-montre. Il l'a déjà montré. Et en plus, c'est pas un contre-la-montre sur le plat. Les contre-la-montre en bosse, il en fera pas tant que ça dans sa carrière. Des contre-la-montre comme ça, vraiment en bosse. Pas des contre-la-montre où vous avez une bosse sur le parcours et ça redescend derrière. Des vrais chronoscalada comme celui-là, il en fera peut-être 3, 4 dans sa carrière. Donc je suis pas sûr que préparer cet exercice ait beaucoup d'intérêt du côté de Lenny Martinez. Donc pour moi, c'est de l'énergie gâchée. Pour la bagarre pour le maillot à poids. Adam Yates, bon, on en parlait dans les commentaires pas mal, on ne l'avait pas vu jusqu'à maintenant, Adam Yates. Si même Adam Yates commence à se réveiller, en plus de Narvaez, de Nils Politt, c'est déjà, on le sait tous depuis hier, ça va être très compliqué de battre Pogačar, parce que moi je l'ai dit dans les commentaires, mais à part si Pogačar perd 5 minutes ou 6 minutes dans une énorme défaillance ou chute, je vois pas comment chute qui provoquerait un abandon ou une blessure importante, je vois pas comment il va pouvoir être battu Pogačar. Alors c'est pas la peine de faire du faux spectacle. La réalité elle est là. Les mecs qui disent le tour est encore long, le tour est encore long. En gros il reste, hier qui disait le tour est encore long. Bon, il restait 2 étapes de montagne dans les Pyrénées. Il reste le Mont Ventoux, parce que le Mont Ventoux qui est dans le sud des Alpes, et 2 grosses étapes dans les Alpes. Il reste pas tant de choses que ça en montagne. C'est pas le tour le plus montagneux de l'histoire quand même. Donc oui, vu l'écart de performance qu'il a avec les autres, on n'est pas en fin de première semaine, on est en milieu de deuxième. Donc je vois pas comment les autres pourront aller le chercher beaucoup plus en termes de performance. Donc oui, sauf là demain certains vont devoir envoyer des cierges à Lourdes avec comme envie de la chute de Pogačar, mais je vois pas véritablement de miracle. Donc si même en plus Adam Yates montre qu'il est performant, personne ne reprendra du temps en montagne. Donc il faudra une défaillance. Je pense que maintenant Tadej Pogačar a suffisamment d'expérience pour savoir comment se gérer sur 3 semaines. Donc la défaillance, j'y crois pas des masses. Oscar Onley, très très bien. Très bien Oscar Onley. Moi aujourd'hui j'avais un peu peur pour lui parce que j'avais peur qu'il se prenne un peu un tir par Lipovic, qu'il se prenne aussi un tir par Remco Evenepoel, parce que moi je voyais Remco Evenepoel dans le top 5, et je me disais est-ce que Tobias Allan Johannesson, qui est plutôt en forme, va pas réussir à être proche de lui en termes de niveau, voire peut-être un petit peu devant lui. Pour moi c'était une journée qui était loin d'être assurée pour Oscar Onley. Et il a fait un très très beau chrono, mais là il est en très grande forme, Oscar Onley. Oscar Onley, top 5 du prochain tour, de ce Tour de France là, c'est totalement dans ses cordes. Et puis je suis pas sûr, pour l'instant il n'y a pas eu de craquante du côté d'Oscar Onley, donc très très costaud, il est bien entouré, je pense qu'il est suivi de loin, mais il est quand même suivi par Romain Bardet, qui est présent un peu quand même dans l'entourage de la pique-nique,
qui je pense doit lui coach, dans le coacher un petit peu dans la gestion de la course, dans la manière d'appréhender la course. En passant, moi j'aimerais bien que Romain Bardet soit manager, pourquoi pas d'une équipe Conti. Si j'étais à Decathlon AG2R Conti, Groupama Continental, je me dis qu'il y aurait des choses à faire avec Romain Bardet parce que quand on voit le travail qu'il a fait avec Oscar Onley, on parle vraiment en bien et tous les jeunes, on va dire, de la DSM parlent souvent, enfin de la Picnic, parlent souvent en bien de Romain Bardet. Je me dis que dans une réserve, ou pourquoi pas sélectionneur également un jour de l'équipe de France, peut-être pour le Tour de l'Avenir, je pense que ça aurait de la gueule du côté de Romain Bardet. Mais voilà, Oscar Onley très très bien depuis le début de la course. Jorgensen, je pense qu'aujourd'hui il avait envie de dire à tout le monde, hier c'était une mauvaise étape, c'était une mauvaise passe, j'ai vraiment une journée de moins bien, maintenant je suis de nouveau concentré sur ma course et sur un potentiel top 10. Voilà, hier j'ai eu une mauvaise journée, j'étais vraiment pas bien. Peut-être qu'il avait aussi envie de le montrer à Vingegaard, que Vingegaard pouvait compter sur lui. Donc voilà, il a vraiment fait un bon chrono, comme Luc Plapp aussi. Hein. Luc Plapp, c'est vraiment un coureur qui est difficile à appréhender, je trouve. Notamment pour ceux qui ont des Fantasy League, je pense. C'est vraiment un coureur, moi je ne sais jamais quand il va être bien. C'est-à-dire quand il est bien, normalement je mise pas sur lui. Et par contre des fois je mise sur lui sur des performances, sur des courses par étapes, sur des performances sur des chronos, et il est pas là. C'est vraiment une énigme pour moi, Luc Plapp, parce que c'est vraiment un coureur que j'ai toujours du mal à un peu savoir ce qu'il est en capacité de faire, ce qu'il va réussir à réaliser sur les différentes courses que je vois de lui. Là aujourd'hui il fait un énorme chrono, je m'attendais pas à ce qu'il fasse ce chrono à fond, il est resté en tête pendant plus de 2 heures. En termes de récup, c'était pas l'idéal. Je m'attendais pas à ce que ça soit lui le temps de référence pendant plus de 2 heures. Donc assez surpris voilà, du côté de Luc Plapp et du fait qu'il ait fait le chrono à fond pour la Jayco Alula. Lipovic, chrono correct, mais pas plus que chrono correct. Il se prend quand même 36 secondes par Roglic. Donc dans la hiérarchie interne de l'équipe, toujours difficile de savoir si c'est vraiment le numéro 1 ce soir. Si Roglic va pas nous faire une Bernard Hinault face à Greg LeMond en 86. Pour ceux qui connaissent un petit peu la référence. Mais c'est vrai qu'on a... Ou la situation de la Movistar, quand il y avait Quintana, Valverde, on ne savait jamais totalement si Valverde allait se mettre au service de Quintana, mais... Il y a un peu une situation comme ça, parce que, bon, Lipovic fait un chrono correct, mais en réalité, Oscar Onley a 10 secondes. Or, hier, Oscar Onley est bien plus loin. Il se prend une 20 par Vingegaard. Voilà. Donc, c'est pas si exceptionnel que ça de la part de Lipovic. C'est un chrono correct de sa part, mais moi j'en aurais attendu presque un peu mieux de la part de Lipovic. Je le voyais vraiment troisième de ce chrono. Alors, on en avait parlé un petit peu hier, un petit peu ce matin. Et là je me dis que surtout l'écart par rapport à Roglic est important, et puis il a perdu du temps vraiment au niveau du deuxième inter et au niveau de l'arrivée. Au premier intermédiaire, il est dans les temps de Roglic. Et c'est vraiment sur la deuxième partie où il va perdre beaucoup de temps, et sur la troisième partie. Alors peut-être que ce sont les contre-coups de la veille. C'est vrai qu'il a fait beaucoup d'écart la veille pour tenter de revenir sur Vingegaard. Et peut-être qu'il y a eu un contre-coup aujourd'hui. Peut-être que les jambes étaient un peu lourdes. Mais c'est vrai que du côté de Lipovic, je m'attendais à un peu mieux. Roglic, très bien. Très très bien. Alors il a toujours aimé les chronos en boss, Roglic. On se souvient le Giro face à Geraint Thomas où malgré le vélo qui déraille, malgré la perte du temps parce que le vélo qui déraille, il fait vraiment une étape ce jour-là exceptionnelle. Même si Geraint Thomas perd du temps sur le changement de vélo, de toute manière, Geraint Thomas n'aurait pas été en mesure d'aller chercher Roglic et de conserver le maillot rose.
Vraiment, Roglic était au-dessus. Voilà, je pense qu'hier, il a été un peu piqué moralement. Alors, le petit jeune qui lui colle quand même 20-30 secondes, enfin un peu plus même que 30 secondes, ça a dû faire mal au moral, ça a dû piquer un petit peu. Ça reste un compétiteur, Roglic. Le mec a été recruté pour gagner le Tour de France avec la Red Bull Borans-Grohe quand même de base. Donc c'est sûr que si Lipovic fait podium, il sait très bien que la hiérarchie dans l'équipe, pour lui, elle va être moins bonne. Et puis il sait que cette année, normalement, enfin, je sais pas si normalement il doit pas faire la Vuelta. Je vérifie quand même parce que des fois il y a des surprises comme ça. Mais oui, normalement il devrait pas faire la Vuelta. Roglic, il a déjà fait le Giro. Donc je pense que ça l'a piqué un peu, voilà, ça a piqué un peu son caractère à Roglic. Je pense qu'aujourd'hui il avait envie de montrer que le petit vieux il était encore là. Du côté du Slovène par rapport à Lipovic, il a tapé du poing sur la table, mais il a bien tapé quand même du poing sur la table et c'est un très très bon chrono qu'a réalisé le Slovène. Il peut vraiment être satisfait de sa performance. Vingegaard, ça dépend comment on le voit le verre, à moitié vide ou à moitié plein. D'un côté il se dit aujourd'hui j'ai perdu moins de temps qu'hier par rapport à Pogačar. Il faut quand même aussi relativiser, l'étape était plus courte. La montée finale était plus courte. Mais je dirais qu'il a mieux rectifié le tir que la veille. Mais pour moi, hier, il s'est foiré dans sa gestion de l'effort. Il a voulu résister à tout prix à Tadej Pogačar en se disant tant que je reste le plus longtemps possible à 10 secondes de Pogačar, en gros Pogačar peut douter à un moment et peut craquer et peut-être arrêter son effort, et je peux revenir derrière. Sauf que c'est jamais arrivé, parce qu'on parle quand même de Tadej Pogačar, et on parle surtout d'un Tadej Pogačar qui a désormais de l'expérience sur le Tour de France aussi. Il est là depuis 2020 sur le Tour de France, il a de l'expérience. Désormais, c'est plus un petit jeune, voilà, Pogačar. Donc je pense qu'il s'est dit ça. On voit bien que sur les 4 derniers kilomètres, il l'explose complètement. Il y a beaucoup de coureurs qui ont été plus rapides que lui dans les 4 derniers kilomètres. Je pense qu'aujourd'hui, il était motivé sur ce contre-la-montre-là à rectifier le tir, un petit peu à montrer à ses coéquipiers aussi qu'ils pouvaient lui faire confiance, que voilà, il n'était pas complètement abattu, qu'il était toujours dans la tête, il était toujours focus sur la course. Je pense aussi qu'il voulait montrer à ceux qui voulaient peut-être lui piquer une place sur le podium, Lipovic, Sonny, Tobias Alon Johannesson, Remco Evenepoel, à tous ces coureurs-là, que non, il ne serait pas tombé l'affaire avec la deuxième place. Si vous voulez la prendre, eh ben, il va falloir me passer sur le corps, un petit peu du côté de Vingegaard. Ok, sauf que l'écart face à Pogačar, il est encore énorme, quoi. Et là, bon, voilà, ceux qui avaient encore des doutes hier, il n'est pas en mesure d'aller chercher Pogačar, et on revient encore au même débat. Est-ce que c'est encore un ogre, Vingegaard ? Est-ce que sur ce Tour de France, on n'a pas seulement un ogre, un cannibale, on pourrait dire, Pogačar, mais pour moi, le cannibale reste Eddy Merckx, mais un ogre, et puis derrière, on a des oursons, quoi, qui se battent pour la deuxième, pour la troisième place, mais qui ne sont pas au même niveau, qui ne sont pas... Voilà, qui sont pas dans la même catégorie presque. Là, du côté de Vingegaard, c'est vrai que on le pensait largement au-dessus du lot. Alors aujourd'hui, il a montré quand même, par rapport à Lipovic, il colle quand même une 20 minimum à tous les adversaires pour le podium. Bon, voilà, sur un exercice où il n'est pas mauvais non plus, Vingegaard. Mais on verra demain comment ça marche du côté du Danois. Mais oui, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a un coureur qui est moins dominateur qu'avant. Certains disaient aussi peut-être qu'il y a une sorte de lassitude. C'est vrai qu'il faudra voir quand même mentalement, après ce Tour de France, si la domination de Pogačar est aussi impressionnante, comment ça va se passer pour Vingegaard. Et surtout, est-ce qu'il ira encore sur le Tour de France l'an prochain ? Est-ce qu'il ira pas plutôt sur un Giro, sur une Vuelta, que sur le Tour de France ? Parce que il va se dire, Pogačar étant intouchable, s'il est sur la même course que moi, je ne suis pas en mesure d'aller le chercher. Ça, c'est une interrogation. Mais l'écart quand même est énorme aujourd'hui sur
Encore une fois, hein, sur 23 minutes d'effort, 25 minutes d'effort, l'écart est énorme. Pogacar, qu'est-ce qu'on peut rajouter par rapport à hier? Je crois qu'on a déjà tout dit hier. Du côté de Pogacar, il est au-dessus de l'eau. Personne... il est 3 vélos, 3 jambes au-dessus de tout le monde. Voilà. Sur ce Tour de France. Donc il n'y a pas... voilà, c'est une domination de la part de Pogacar. Alors forcément pour le suspense, une domination, c'est pas l'idéal. Donc forcément on risque de perdre, je pense, des téléspectateurs derrière la télévision du côté de France Télévisions. Peut-être moi aussi derrière mes vidéos. Mais voilà, qu'est-ce que tu veux dire de plus? Hier, il fait le même numéro, hein, donc en gros, aujourd'hui, je m'attendais pas à une défaillance, je m'attendais pas à ce qu'il soit derrière. Bon, voilà, il est juste au-dessus du lot. Par contre, moi, ce que je voulais dire du côté de la performance de Pogacar, le temps au premier intermédiaire. Alors certes, il a des bonnes jambes en ce moment, mais bon, quand tu vois ce que fait Vingegaard aujourd'hui, Vingegaard n'est pas non plus un branquignol. Quand tu vois ce que fait Remco Evenepoel sur ce premier intermédiaire, Remco n'est pas un branquignol. Je pense que vraiment au niveau matériel, notamment ce guidon qu'on appelle hirondelle, hein, qu'on a vu sur l'UAE Tour, je pense qu'il procure un réel avantage au niveau aéro. Parce que le temps qu'il a fait au premier intermédiaire, c'est plus ça qui m'a vraiment choqué. Je me disais, avec les autres qui ont pris des guidons, il va peut-être perdre un petit peu de temps, tu vois, être à 2 ou 3 secondes. Par exemple, le premier intermédiaire. Non, il leur colle 10 secondes déjà au premier intermédiaire, qui est assez plat le premier intermédiaire. On n'est pas forcément sur des routes techniques en plus. Il y a une traversée de village, mais c'est pas horrible comme on le voyait sur les images. Donc sur un parcours comme ça, il arrive avec un vélo, on va dire, traditionnel à s'en sortir. Et je pense vraiment que le guidon hirondelle permet d'avoir une position très aéro. Et s'il arrive donc à 100% de ses capacités à gagner par rapport aux autres qui ont des vélos de chrono 4 à 5 secondes sur eux, donc c'est plus une seconde au kilomètre, hein, au final qu'il a gagné sur cette première partie de course, alors que les autres étaient avec des guidons de contre-la-montre. Ça veut dire que sur le plat, dans un peloton, ce vélo-là et ce guidon-là te font gagner des dizaines et des dizaines de watts. C'est peut-être ça qui permet aussi à Pogacar de prendre l'avantage. C'est quand tu vois l'écart de performance. Là, il y a certes les jambes du côté Pogacar, mais il n'y a pas que les jambes sur le plat. Je pense qu'il y a aussi le vélo. Et là, ouais, ça veut peut-être dire qu'au niveau aéro, ce vélo-là est assez exceptionnel. Et qu'il y a peut-être d'autres concurrents, peut-être le Cervélo ou le Specialized, ils sont peut-être pas aussi bons. Et ce qui fait peut-être ensuite des écarts en montagne, parce que lui, il arrive plus frais que ses adversaires, parce qu'il consomme moins de watts. Je rappelle que l'idée d'avoir un vélo le plus aéro possible, d'avoir une position le plus aéro possible avec un vélo traditionnel, c'est pas forcément d'aller plus vite en vitesse. C'est pas forcément d'aller à 44 km/h quand les autres vont à 43. L'idée, c'est d'économiser des watts. Et plus tu économises des watts, plus tu peux les mettre en montagne. En gros, moins tu te fatigues. Et bah là, vu ce qu'il a montré avec ce vélo-là aujourd'hui, je pense que certains constructeurs doivent être impressionnés de la performance et vont y réfléchir à ce vélo-là. Je pense qu'ils vont faire des tests s'ils ne les avaient pas encore fait jusqu'à maintenant. On termine avec les différents classements. On commence avec le classement général. Donc Pogacar qui reprend encore de l'avance, désormais 4 minutes 07 sur Vingegaard et Evenepoel déjà à 7,24, Lipovic à 7,30. Il y a seulement 6 secondes d'écart entre les deux. Only à 8,11 qui passe devant Vauquelin, mais seulement pour 4 secondes. Roglic n'est pas très loin non plus. Johan Desson déjà à 10 minutes 36. Jorgensen déjà quasiment au quart d'heure. Avec la 10e place aujourd'hui. Vous voyez que Benelli est toujours en bordure du top 10. Donc ça, c'est intéressant pour lui. Jordan Gégat et Guillaume Martin n'ont pas perdu de place. Et sinon, on va dire que les changements au classement général sont plutôt à la marge. Du côté du classement des meilleurs sprinters, du maillot vert, Pogacar reprend encore des points à Jonathan Milan. L'écart
est désormais inférieur aux 20 points. On est à 18 points d'écart, c'est-à-dire moins d'un sprint d'intermédiaire entre les deux. Donc il va falloir que Milan quand même parte vraiment en échappée demain. On retrouve ensuite Van Der Poel, Guermey, Merlier. Du côté du classement de la montagne, Pogacar prend 10 points d'avance sur Lenny Martinez qui n'a pas pris de points aujourd'hui, qui se retrouve désormais à égalité avec Vingegaard. On retrouve ensuite Michael Woods et Lipovic, le maillot blanc. Et bien donc ce combat entre Remco Evenepoel, Lipovic 6 secondes, Only à 47 secondes, Vauquelin à 51 secondes. Donc ça s'est même, je dirais, resserré dans cette bagarre pour le maillot blanc. Et puis le classement par équipe, eh bien c'est la Visma qui est en tête devant UAE 18 minutes. Arkea garde sa 3e place avec 6 minutes d'avance sur la Decathlon AG2R. La Red Bull est 5e devant Groupama. Total reste 10e du côté de ce classement, donc pas de grands changements. Eh bien nous, on se retrouve demain. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Armec Productions. Ciao, ciao!